30 ans de recherche. C'est un anniversaire que le personnel de l'INSERM célèbre en organisant des soirées informatives et éducatives pour que la population soit plus au fait des avancées en matière de recherche, permettant de mieux savoir comment se comporter en cas de contamination. La maladie de Parkinson était sur la sellette et l'on a pu comparer les chiffres témoignant de l'effectif des personnes atteintes dans une partie du monde et sous nos latitudes où l'on estime 135 cas pour 100 000 habitants. Pourtant, les chercheurs affirment que le jeune âge n'est plus un frein à la contamination chez certains sujets. Dans le cadre de la recherche, nous nous focalisons sur des patients avec un âge de début dite précoce, c'est-à-dire moins de 40 ans, alors que la maladie de Parkinson en général se manifeste à partir de 65 ans. C'est ce qu'on appelle forme tardive ou idiopathique. Dans les formes jeunes, ce sont des formes qui ont plus de chances d'être d'origine génétique, puisque cette manifestation se retrouve également chez des enfants. C'est ce qu'on appelle forme juvénile, moins de 20 ans. Et des gènes qui sont impliqués souvent dans les formes juvéniles, ce sont par exemple des gènes de la Parkin ou encore des gènes responsables des formes atypiques comme les gènes ATP13A2, PLAD2G6, etc. Donc il faut savoir que des formes jeunes existent. Bon, elles sont rares, déjà les formes génétiques sont rares, ils correspondent à moins de 10% des cas parkinsoniens. Les formes juvéniles génétiques sont encore plus rares, mais ça existe. Et cela relève d'un caractère héréditaire, ne se manifestant que si les cellules de l'enfant possèdent les mêmes allèles atteints, de parents ne développant pas pour autant la maladie de Parkinson. Il existe des retentissements des troubles au quotidien et des sensations insupportables sur la peau, comme de l'eau ou un insecte, dont l'explication peut émaner de l'expérience du psychologue neuropsychologue. Il s'avère que dans les syndromes parkinsoniens atypiques, on peut retrouver très fréquemment des troubles cognitifs et des troubles psychocomportementaux. Donc là, le neuropsychologue va permettre de faire à l'aide de tests, d'évaluer un peu la cognition du patient, notamment sa mémoire, son attention, ses capacités de raisonnement, de voir s'il n'y a pas d'éventuels troubles psychocomportemententaux. J'ai oublié de noter qu'au préalable, il y a un entretien qui est réalisé avec le patient et l'accompagnateur qui permet de voir au quotidien comment cela se passe. Et en fait, ça peut permettre un peu de mieux étiqueter le type de maladie de Parkinson dont souffre le patient. Au même titre que le patient, son accompagnateur, appelé aussi aidant, a besoin de soutien psychologique au regard de comportements aux troubles délirants subis quotidiennement. Il y a des troubles psychocomportementaux qui sont difficiles à vivre, notamment la dépression d'un patient, l'anxiété, les hallucinations, les troubles délirants qui sont très difficiles pour l'accompagnateur et l'aidant souffre de ces situations. Et d'autres versants, c'est également le fait que l'aidant devient aussi le support du patient. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un renversement des rôles. L'aidant est parfois amené à réaliser des tâches que réalisait au préalable le patient. Donc, il y a une charge au quotidien qui est beaucoup plus lourde. Donc, l'aidant a beaucoup moins de temps à se consacrer, peut souffrir de troubles dépressifs, d'anxiété, de fatigue psychologique, d'où une souffrance. La progression de cette maladie neurodégénérative est lente. Elle s'étale sur plusieurs années, entraînant des troubles invalidants chez le patient. Médicalement, on ne prévoit pas encore une quelconque guérison, n'ayant pas de thérapie correspondante, même en considérant les réactions positives au traitement qui remplacent la dopamine, dont la substance disparaît au fur et à mesure que la maladie s'installe.